Bonjour. Non, plus sérieusement, peut-être moins sérieusement. Salut, bienvenue dans A priori, le podcast qui démystifie le monde juridique et qui vous aide à trouver votre voie. Je suis Emmanuelle et toujours accompagnée de ma magnifique consoeur Andréane Martel. Et aujourd'hui, on va parler avec Rafik Bentabel. Salut Rafik. Bonjour Rafik. Allô, ça va bien? Oui, ça va et toi? Yes. Donc Rafik est avocat. Il est arrivé comme réfugié au Canada en 97, donc quand tu avais 2 ans. Puis, fast forward, tu as passé ton barreau, tu es membre depuis 2019, tu as cofondé un cabinet avec 2 associés où tu faisais plus du litige civil, commercial. Et ensuite, tu as joint un autre cabinet, Bélanger Paradis Inc., où tu exerces le litige civil et le droit de la construction. Tu es aussi administrateur de la Jeune Chambre de commerce algérienne, cofondateur de la Société de développement commercial du Petit Maghreb et tu as été impliqué dans plusieurs groupes et associations comme l'Association des juristes progressistes, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, mais également tu t'es impliqué pour la cause palestinienne. Tu as enfin, oui c'est bientôt fini, été candidat pour Projet Montréal, donc dans l'équipe de Valérie Plante en 2017, et tu as été attaché politique de la ville de Montréal de 2017 à 2018. Est-ce que je t'ai bien présenté? Absolument. Bienvenue Rafik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai beaucoup de notes, mais je ne sais pas si vraiment on va les utiliser. Je les garde ici juste au cas où. La première question qu'on aimerait te poser, en fait, c'est une grosse question. Très large, disons. Comment as-tu trouvé ta voie? Mon Dieu. Alors, quand je suis arrivé au Canada en 1997, non, mais en fait, ouais, parfait. Je suis tellement pas à l'aise avec des micros, mais en fait, c'est ça, je suis arrivé super jeune au Canada. En fait, je suis né en Algérie. Et mes parents, en fait, ont eu un parcours d'immigration comme beaucoup de gens au Québec. Donc, mes parents sont algériens. Ma mère a travaillé dans une garderie au salaire minimum pratiquement toute sa vie. Mon père a travaillé comme chauffeur de taxi. Puis moi, tu vois, comme n'importe quel jeune, je suis allé à l'école publique primaire, tu vois, qui fait un peu son chemin après ça au secondaire. Et c'est en voyant comment mes parents travaillaient fort pour pouvoir me payer plusieurs choses pour que je puisse réussir, mais aussi à quel point ils en arrachaient. Tu sais, je peux donner des exemples juste de problèmes de droit du travail avec leur employeur, où ma mère a dû se rendre à la CNESST, puis je l'ai aidé à préparer ses papiers. Mon père qui a eu des problèmes à payer son logement pour la famille, puis que le propriétaire voulait nous mettre à la rue. Tu vois, c'est toutes des petites choses qui te font ouvrir les yeux vraiment rapidement. Puis moi, j'étais le genre de jeune que quand je voyais ce genre d'injustice-là envers mes parents, il fallait que je me lève, il fallait que je crie, il fallait que je me batte. Je trouvais que c'était complètement inacceptable parce que c'était des gens qui travaillaient tellement fort puis qui recevaient tellement peu que je me disais que ça fait aucun sens qu'il n'y a personne qui se bat pour eux autres au final. Donc, ce serait simple de dire que c'est comme ça uniquement que j'ai trouvé ma voie parce que j'étais complètement perdu aussi quand j'étais plus jeune. Je voulais aller en politique, je voulais aller en philosophie. J'ai fait 1001 choix. Puis ensuite, je me suis juste dit, ben non, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça me battre pour des gens qui en arrachent. J'aime ça me battre pour des gens qui ont de la difficulté et qui méritent un peu de justice. Souvent, c'est des personnes issues de l'immigration parce que c'est ça mon background. Mais il y a plein d'autres types de gens qui ont besoin de quelqu'un qui comprend comment le système fonctionne. Puis j'ai compris que c'était juste ça l'essence de trouver ma voie. Je voulais juste comprendre comment le système marche pour pouvoir aider les gens à passer à travers. Je peux pas être un guide à travers ça, tu sais. Puis tu disais justement, tu as aussi entre la politique, la philosophie, le droit. Quand est-ce que le droit s'est un peu imposé? Tu sais, oui, tu avais cette quête-là d'aider ces personnes-là, mais concrètement, là, ça s'est manifesté comment, ton choix vraiment pour le droit? Mais au final, c'est quand tu te rends compte que peu importe la manière que tu y réfléchis, tu as des obligations, tu sais. Puis moi, c'était envers ma famille. Je voyais que mes parents en arrachaient. Je voyais que mes frères aussi, plus jeunes, avaient besoin de soutien. Je pouvais pas me permettre de partir en... J'ai grandi avec des parents qui faisaient le salaire minimum. Je pouvais pas me permettre d'aller faire 4 ans en philosophie puis me chercher à l'université. Mes parents m'ont demandé ça. Puis je leur ai dit, regardez, ça me tente. C'est dans mes valeurs, c'est dans mes racines aussi d'aller dans ce domaine-là. Puis j'ai le goût de le faire aussi puis de réussir dans ça puis pouvoir vous aider par la suite. Fait que ça a été un peu un choix imposé, si on peut dire.
pas imposé par mes parents parce que jamais ils me l'ont dit. Tu sais, je connais des parents issus de l'immigration qu'eux, ils sont très... je veux que mon fils soit médecin, je veux que mon fils soit avocat. C'était pas du tout le cas. OK. Mais c'était juste des circonstances autour qui ont un peu germé dans ma tête. Puis je me suis dit, j'ai pas le choix de les aider, tu sais. OK. Est-ce que tes parents, ils avaient des rêves pour toi? Est-ce qu'ils t'avaient dit minimum la maîtrise? En fait, pratiquement. Puis c'est pas qu'ils avaient des rêves, c'est qu'ils veulent voir leurs jeunes réussir parce que cette première génération d'immigrants, c'est la génération des sacrifiés. Ceux qui viennent, ceux qui travaillent, ceux qui se donnent juste pour que leurs enfants puissent réussir. Puis pour moi, c'est quelque chose que je porte avec grande fierté, puis c'est quelque chose qui est une grosse tristesse en même temps. Tu sais, je les ai vus travailler toute leur vie, puis je veux les rendre fiers, puis également, je veux qu'ils soient contents du travail qu'ils ont fait, tu sais. Fait que c'est pas des lignes qui m'ont imposé. Hey, je veux que tu sois maîtrise, doctorat ou médecin, tu sais. Je veux juste qu'ils soient contents du travail qu'ils ont fait, tu sais. Mais est-ce que les études étaient exigées? Je te le demande parce que c'est... tu vois, quand je discute avec des personnes qui sont issues de l'immigration, ou en fait plutôt des jeunes dont les parents sont issus de l'immigration, comme moi par exemple, tu vois, mes parents sont venus, ont immigré en France du Togo. Il y a toujours ce poids et cette exigence-là de faire des études pour réussir. Ce qui fait que, par exemple, si on veut choisir plus des voies artistiques ou des voies un peu inusitées, qu'on n'a pas forcément envie de faire de longues études, ça peut créer un clash aussi culturel et générationnel, tu vois. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu à un moment donné? Mais effectivement, tu sais, mettons, initialement, quand je disais « Hey, j'ai découvert un programme exceptionnel à l'Université de Montréal, sciences politiques et philosophie », tu aurais dû juste voir le visage de ma mère qui était genre « Mais non, tu me niaises, là. On n'a pas tout fait ça pour ça, là. » Donc, oui, effectivement, des fois, tu te heurtes à certaines limites, puis tu te dis « OK, peut-être que c'est pas la voie que je peux me permettre de prendre parce que j'ai certaines obligations, tu sais. Mais, puis c'est sûr que ça s'est bien fait parce que ça emmène des gens à des places qu'on les attend pas, par exemple le droit. Mais ça a aussi d'autres problèmes, c'est que ça les amène pas à d'autres places qu'on les attend pas, peut-être dans le domaine de l'art ici au Québec. Puis ces personnes qui font ce choix sont courageux. Moi, j'ai pas eu le courage de le prendre, par exemple, mais ceux et celles qui l'ont fait, c'est impressionnant, là. Tu disais que tu es arrivé dans un milieu où on ne t'attendait pas forcément. Est-ce que ça a été difficile? Dans quel quartier tu as grandi? J'ai grandi à Saint-Michel. Saint-Michel, OK. Est-ce que, donc voilà, tu as grandi à Saint-Michel, grosse diversité, entre gros guillemets, culturelle, ethnique. Puis ensuite, tu te retrouves à l'UQAM, en droit. Est-ce que tu as eu un choc en arrivant là? En fait, c'est que même avant, tu sais, au secondaire, j'étais parti dans un secondaire privé qui s'appelle Jean Heard. Donc, mes parents avaient vraiment travaillé fort pour que je puisse rentrer là. Puis, tu sais, ça coûte beaucoup de sous par année, là. Fait que déjà là, tu sais, pendant la journée, tu es dans un collège privé montréalais. Le soir, tu rentres à Saint-Michel, tu deviens schizophrène. Tu es capable de parler avec 8 accents différents, accent hyper keb ou accent très français, ou même l'arabe ou même le créole aussi dans Saint-Michel. Tu entends tes amis parler. Donc, tu deviens schizophrène, tu es un petit peu dans tous les milieux, mais ça te permet d'avoir une force de t'adapter à travers tout ça. Puis on pourrait dire, avec toutes les implications que tu as, ça a été peut-être ta façon à toi d'utiliser le droit, mais aussi de revenir dans cet aspect politique-là que tu voulais, mais d'une autre façon? Bien, c'est sûr. C'est sûr parce que toutes les implications que j'ai eues, que ce soit en politique, que ce soit communautaire aussi, avec par exemple la Jeune Chambre de commerce algérienne ou avec la Société de développement commercial du Petit Maghreb, ça a été de dire il y a des gens qui n'ont pas accès au système. Puis le système, ça peut être le droit, le système, ça peut être la politique, le système, ça peut être le monde artistique, ça peut être plein de choses différentes. Mais moi, j'ai cette compréhension-là. Puis je comprends aussi la culture ou des gens qui ont une mentalité qui est peut-être un peu différente, qui viennent d'arriver d'un autre pays. Puis je suis capable d'amener ces gens-là parce que je les comprends à l'intérieur de ce système-là. Donc, par exemple, en politique municipale, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé, hey, je vais prendre ma carte de membre dans un parti politique municipal progressiste, je vais faire élire Valérie Plante, puis après ça, je vais être candidat, je vais aller travailler sur le terrain, je vais me faire élire, je vais être conseiller municipal. Tout le monde riait, puis il était genre, t'as 20 ans, tu peux pas faire ça. Puis j'ai perdu par 400 votes, on a travaillé super fort, c'était super proche, mais à travers tout ça, ça a été d'apprendre que, moi j'ai toujours grandi avec la communauté maghrébine, ça a été que au final,
c'était dans Parc Extension que je me suis présenté, c'est que pas mal tout le monde a ces mêmes problèmes-là d'immigration. Tu sais, que tu viennes de la communauté pakistanaise, que tu viennes d'un pays comme Haïti, que tu viennes d'un pays partout dans le monde, au final, quand tu arrives au Québec, c'est les mêmes enjeux que tu vis et que tu traverses. Puis il faut être capable d'aller avoir ce background-là pour les amener dans ce système-là, puis dire, tu sais, il faut qu'on change ça, tu sais. Est-ce que, dans quel état d'esprit t'étais quand tu t'es dit, vas-y, je vais prendre ma carte de membre? Comment t'as fait pour pas, pour pas abandonner ou pour pas baisser les bras et pas écouter les gens qui te disaient, non, mais il est fou, arrête-toi. Mais c'est quand t'es pas seul, en fait. C'est quand t'es entouré, quand t'as des gens qui pensent comme toi, puis qui se disent, on va se lever les manches, puis on va travailler ensemble. Puis c'est ça qui est difficile, c'est de se sentir seul dans ce système-là. Puis c'est ça, en tout cas, une force ou quelque chose que j'ai trouvé qui m'a aidé, ça a été quand je rentre, par exemple, quand je suis rentré en droit, de trouver des alliés rapidement qui pensent un peu comme moi, qu'il faut changer de telle manière, que le système n'est pas adapté, qu'il faut ouvrir des portes. Puis c'est ces gens-là qui te donnent cette force-là d'avancer puis de continuer. Parce que quand tu es tout seul, tu te butes au système, tu vas te faire manger, tu sais. Tu vas rentrer à l'intérieur, puis tu vas reproduire les mêmes comportements, puis c'est pas grave. Mais si tu as vraiment cette force-là, cette volonté de changement, ta première quête, c'est de trouver des gens autour de toi qui ont cette même volonté-là, puis de travailler ensemble. Puis en politique, c'est ça que j'ai fait. J'avais une équipe incroyable qui m'a aidé, puis j'aurais absolument rien fait sans eux. Même si j'avais toute la volonté du monde, que j'étais ce petit jeune de 20 ans complètement fou, c'est parce qu'il y avait une dizaine, une quinzaine, une trentaine de gens, puis ça grossissait pendant la campagne, qui étaient là. Puis pareillement, dans le système juridique, tu sais, maintenant, si on constate qu'il y a des problèmes par rapport à l'accès à la profession, tu sais, je peux donner un petit exemple, mais je saute vraiment du coq à l'âne. Je suis vraiment désolée, là. Non, c'est parfait. Mais mettons, tu sais, dans l'accès à la profession d'avocat, tu sais, le discours qui est super ambiant, c'est « Ah, tu t'appelles Rafik, c'est cool, tu sais, est-ce que tu fais du droit de l'immigration? » Oh là là, c'est tellement... That's so true. Mais tu te le fais rapporter à chaque fois, puis c'est ça, c'est sur les bancs d'école, ce sera après quand tu vas pratiquer aussi, puis c'est toujours une petite question, ah, tu t'en fais-tu, c'est ta gang, tu comprends et tout. Non, j'en fais absolument pas. Moi, je fais du litige civil, je travaille avec des gars de construction, c'est un autre monde. Et c'est ça, tu sais, c'est quand on constate ce problème-là, être capable d'être en groupe avec des gens qui disent hey, « c'est pas normal, tu sais, comme discours, puis il faut intervenir par rapport à ça. » En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on attache une pratique de droit qui est liée à ton background, mais c'est-à-dire qu'on attache ce préjugé-là que, étant donné que tu es d'origine algérienne, étant donné que tu n'es pas l'homme blanc, cis, privilégié, riche et tout, tu fais forcément un droit pour aider ta communauté. Ils le voient seulement du côté du droit de l'immigration, alors qu'en fait, tu pourrais faire toutes sortes de droits qui aideraient ta communauté pareil. Tu vois. Tout à fait. Ta communauté at large, c'est ça. C'est pas de te mettre dans un carcan puis te dire, t'es assigné dans ce domaine-là au final. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers la construction, le litige civil? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là? Parce qu'on a fait un petit podcast hors série sur comment choisir son domaine de droit. Fait que je suis un peu curieuse de savoir comment t'as arrêté ton choix sur ce domaine. Mais au final, mon parcours en sortant de mon stage du barreau, j'avais pratiqué avec deux autres avocats en litige civil. J'ai parti un petit bureau avec deux autres associés. On faisait du litige civil, du litige commercial. Puis à partir d'un moment, il y a un cabinet qui est venu me voir, qui me disait, nous, on fait de la construction, on fait du droit immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je me suis un peu lancé, sans trop savoir pourquoi. Je pense juste par curiosité. Puis au début, j'avais beaucoup l'appréhension. C'est un domaine, c'est les mêmes... C'est un gars de Saint-Jérôme qui passe à compagnie pour faire des portes et fenêtres, ou c'est le gars qui vient de Bromont, ou tu vois, une espèce de vision c'est de l'extérieur de Montréal, c'est un certain type de population qui fait ça. Pas du tout. Dans le bureau où on est dans les bureaux de l'Association de la construction du Québec, où il y a des cours qui sont donnés. 70% des personnes qui suivent ces cours-là sont des personnes issues de l'immigration. Des personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Puis c'est un monde qui change. Donc, cette question-là de être là où on ne nous attend pas, je pense que ça se reflète aussi là-dedans. Il n'y a pas un domaine auquel on peut être assigné en disant « va là-dedans » parce que c'est des gens qui te ressemblent. Tu peux être absolument partout, tant et aussi longtemps que tu fais ta place puis qu'il y a d'autres gens qui viennent avec toi.
Donc, que ce soit en construction, que ce soit en litige civil, que ce soit en corpo, whatever, tu sais. Et c'est bien aussi de voir le côté positif que le droit peut amener et pas tout le temps être dans le négatif ou dans les problèmes. Je dis pas que l'immigration, c'est négatif, mais tu sais, enfin, moi, en tout cas, quand on m'a dit « Ouais, tu fais du droit de l'immigration », alors que pas du tout. Enfin, maintenant, je suis à la clinique, donc je fais un peu de tout. Mais avant, j'en faisais pas tant que ça. Tu vois, j'en ai fait un tout petit peu à la fin de ma pratique avant d'entrer à la clinique. Et c'est fou à quel point ils voient droit de l'immigration, puis ils voient pas genre l'immigration d'affaires, l'immigration économique, l'immigration de travailleurs qui ont des diplômes, etc. Ils te voient plus comme le défenseur de la veuve et l'orphelin, tu vois, à faire du droit des réfugiés, à multiplier les demandes d'asile. Alors, je dis pas que c'est une pratique qui est mauvaise. Enfin, je veux dire, c'est très bien d'avoir cette cause à cœur, mais nous la coller à la peau comme si... c'est très restrictif. Ouais, c'est ça, comme si on pouvait faire que ça. C'était un peu... Ouais, c'est un peu... Ben, je suis d'accord avec toi. Puis au final, c'est ça. C'est souvent, on regarde la personne puis on lui dit « Ah, tu sais, tu vis très bien dans tel domaine. T'es une personne issue de l'immigration. Pourquoi? Va faire de l'immigration. Va avec ta gang. T'es une femme. T'as peut-être plus de compréhension pour le droit de la famille ou des trucs comme ça. » Pas du tout. Pas du tout. J'avoue. Donc, c'est vraiment... C'est des réflexes un peu qu'il faut casser. Puis c'est vraiment de dire, tu sais, tu sors de ton stage barreau, tu fais ce que tu veux. Donc, tu sors du barreau, tu fais ce que tu veux. Et donc, quand tu as commencé à pratiquer, comment, en fait, est-ce que tu t'es rendu compte très tôt que, tu sais, faire du droit, c'était pas être dans Suits, puis faire Harvey Specter, c'est là. ça, conclure des deals à la Harvey. Oh mon Dieu. Avoir une feuille dans ton dossier. Ah non, c'est clair. Mon Dieu, la première journée que tu arrives en stage... Menacer un juge. Ah non, mais c'est ça, c'est pas l'image qu'on te donne. Puis, tu sais, la première journée de stage que j'ai eue, c'était avec un de mes collègues, que je vais pas dire le nom, parce que là, je vais parler de lui... et qui arrive en Crocs et en shirt, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment pas le cabinet d'avocat que j'avais à la base. Moi, tout bien habillé, en 3 pièces, c'était pas du tout nécessaire. Donc, tu sais, les mythes se brisent rapidement quand tu mets un pied dedans, puis ça te désacralise un peu la profession quand t'es à l'intérieur. Que c'est pas toujours comme on voit dans Soud, que c'est pas toujours des grands procès, des effets de toge, même s'il y en a quand même. Mais... La réalité est différente, puis il faut que tu le découvres à travers tout ça, tu sais. Ça, je pense que tu as le choix de reproduire ou de ne pas reproduire cette espèce de modèle d'avocat-là. Tu sais, si tu t'identifies pas à ça, c'est correct aussi. Puis je pense qu'on se le dit pas assez souvent. Ben oui. C'est vrai, on a beaucoup d'étudiants qui sont un peu perdus dans les méandres de la profession, tu vois. C'est super opaque pour eux. Puis nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'UDM. Et ils nous racontent que, voilà, très tôt dans leur parcours, dès la première année, on commence à te parler de la course au stage, on entend parler des grands cabinets d'affaires. Et ils sont beaucoup, en fait, la majorité, à penser qu'il n'y a que ça. Alors qu'on peut faire complètement autre chose. Mais après, la question, c'est comment on fait pour trouver vraiment ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qui nous anime derrière aussi, tu vois. Tout à fait. Et il y a une étudiante cet été, et peut-être qu'elle se reconnaîtra, peut-être que tu te reconnaîtras. Petit clin d'œil. Si tu écoutes le podcast, elle a dit, tu sais, on lui demandait dans son évaluation de stage, alors, est-ce que tu aimes ça le droit ou est-ce que tu veux t'en aller plus tard? Et elle fait, en fait, je me pose une question, je ne sais pas si je fais ça parce que je suis bonne ou si je suis bonne parce que j'aime ça, en fait. Et du coup, je te pose la question. Est-ce que tu es bon dans ce que tu fais parce que tu aimes ça ou est-ce que c'est parce que tu aimes ça que tu es bon dans ce que tu fais? Mon Dieu. Et du coup, si tu aimes ça juste parce que tu es bon dans ce que tu fais, est-ce que vraiment tu as trouvé ce qui t'anime, tu vois? Parce que le fait d'être talentueux, tu peux pas faire passer 30 ans à faire la même chose juste parce que tu es talentueux. Non, je t'entends, mais je pousserais même la question plus loin parce que moi, je considère que, humblement, je me trouve bon dans ce que je fais et c'est pour ça que j'aime le droit. Mais c'est que le droit, c'est pas une finalité en soi. Le droit, c'est un outil. Puis c'est ça souvent qu'on oublie. Le droit, c'est comprendre les règles du jeu, comprendre le système, puis après, t'en fais ce que tu veux. T'en fais de la pratique standard si tu veux. Tu pars ton bureau privé, tu vas rejoindre une clinique juridique, tu vas rejoindre un bureau ou tu fais complètement autre chose. Le droit, c'est vraiment juste un outil, tu sais. Puis c'est de cette manière-là qu'il faut appréhender le droit parce que
je trouve que c'est... En tout cas, il y a des gens qui aiment le droit parce qu'en tant que tel, qui aiment faire de la recherche, qui aiment l'idée derrière le droit. Mais je pense que la grande majorité des gens qui pratiquent aiment le droit à titre d'outil, puis ça leur est utile, puis c'est pour ça qu'ils le connaissent, pardon. Ah non, c'est vrai ce que tu dis. Et en fait, ça me fait penser à la capsule qu'on a fait là, sur comment choisir son domaine de droit. Et aussi, en fait, ça m'amène une réflexion qu'on a eue pas mal à la clinique. Le terme de carrière alternative, tu vois. Ça me saoule, ce mot. J'en ai marre d'entendre ce mot de carrière alternative. J'en ai marre qu'on dise que ma carrière est alternative. Et tu as apporté une magnifique réponse à ça, en fait. Que le droit, c'est juste un outil, c'est pas une finalité. Peut-être que c'est une finalité pour des professeurs. Tout à fait. À moins que la finalité soit l'enseignement et que le droit soit juste un outil pour pouvoir accomplir leur passion d'enseignement, tu vois, et leur vocation. Mais ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Et est-ce que tu aurais des trucs, des conseils à donner à des étudiants ou à des jeunes juristes, tu vois, qui nous écoutent sur comment faire pour trouver ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'en fait, c'est pas le droit? Ben, tu sais, mon conseil que je vais donner à cette personne qui cherche, on prend pour acquis que c'est un étudiant en droit ou une étudiante en droit, c'est va dans ce que t'aimes, sincèrement. Puis ça dérange pas de t'aimes ça parce que t'es bon ou t'aimes ça parce que t'aimes ce droit-là. Va dans ce que t'aimes, sens-toi utile. Puis je pense que c'est la chose la plus importante dans une vie, c'est de sentir que t'es capable de faire quelque chose de bien puis que t'es utile pour ta communauté. Communauté at large, ton voisinage, tes amis, ta famille, ou plus largement que ça, les gens de la ville de Montréal ou les gens de ta ville à toi. Sens-toi utile dans ta communauté, sens que tu aides, puis ensuite, tout va suivre. Puis si c'est le droit, tant mieux, parce que c'est quelque chose qui est un peu bien vu d'être bon en droit puis d'être utile dans ce domaine-là, mais si c'est autre chose, c'est bien correct aussi. Puis je pense que c'est la chose principale que tout humain doit chercher, c'est d'être utile pour les gens autour de lui ou de elle, puis ça fait en sorte que tu aimes ce que tu fais. Donc, que ce soit le droit, par exemple, si la personne me dit « Hey, tu sais, moi, je me sens bon ou j'aime le droit de la famille », ben tu sais, fonce là-dedans, puis que ce soit dans ton parcours dirigé ou que tu sois un homme cis-blanc, puis tu dis « Le droit de la famille, c'est ça qui m'intéresse », ben vas-y, ça va rien changer. Va dans ce que tu es bon, va dans ce que tu aimes, parce qu'au final, c'est ça que tu vas faire pendant pas mal très longtemps, puis regrette pas ton choix. Puis de toute façon, si un jour tu n'aimes pas ça, tu es capable de tout faire. Là. Et en fait, c'est peut-être pas ce que tu vas faire pendant très, très longtemps. Effectivement. Au final, absolument, tu changes de domaine tout le temps. Puis quand tu es avocat, ou avocate, c'est ça qui est beau. C'est que tu n'es pas dans un carcan dans un seul domaine. Des gens qui font du criminel pendant toute une vie puis qui décident de finir par faire du civil ou aller ailleurs, ils ont le droit aussi. Puis ils peuvent le faire, c'est pas empêché. Là. Puis moi, je pense aussi qu'on peut réinventer sa carrière à l'intérieur du même domaine. OK. Moi, en familial, j'ai découvert plusieurs avenues différentes. J'ai découvert plusieurs... Tu sais, je me suis impliquée dans beaucoup de trucs à l'extérieur. Par exemple, une escouade de violence conjugale, des lignes et tout ça. Donc, de jury pop, que je salue d'ailleurs. Mais en m'impliquant dans plusieurs aspects du droit de la famille, j'ai découvert aussi différentes relations d'aide, différents aspects du droit de la famille. Par exemple, le fait, il y a des avocats à l'enfant en cours supérieur au niveau du droit familial que je savais pas qu'il existait, qui est un domaine que j'ai trouvé extrêmement fascinant. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants dans un autre passé. J'ai enseigné la natation pendant 11 ans. Donc, je travaille beaucoup avec des enfants. Puis c'était quelque chose un contact que j'aimais, que j'ai découvert qu'on peut retrouver en droit familial, que j'ignorais. Donc, je pense que ça, on peut réinventer dans son domaine. Puis après ça, se poser la question, moi, avec mes valeurs, je veux le pratiquer comment, ce domaine de droit-là? Parce que je pense qu'il y a autant de façons de faire du droit qu'il y a d'avocats. Puis je pense qu'autant qu'on peut, oui, changer de domaine, on peut réinventer notre propre domaine ou la façon de le percevoir. Là, c'est super beau. Moi, j'achète. Tu valides? C'est bon, tu peux devenir coach en développement personnel, Andréane. Mais j'aimerais ça, c'est qu'on aborde peut-être un sujet peut-être moins positif. Je trouve qu'on est quand même sur le positif, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des moments que tu as douté? Parce que je t'écoute parler et on dirait que comme tu savais que c'était ça que tu voulais faire. Puis moi, j'ai eu vraiment des moments de doute dans mon existence où je me disais, je suis pas faite pour ce domaine-là, c'est trop difficile, ou j'y arriverai pas. Puis je regardais les autres personnes qui avaient tellement l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Puis
j'étais dans mon bureau, mais il me semble que moi, je sais pas ce que je fais. Donc, il y a eu ces moments-là où moi, j'ai eu ces doutes-là. Est-ce que tu as rencontré ça? T'as eu ça? Ou tu as géré comment ça? Oui. Tous les jours. Tous les jours. Ah, Mais ouais. c'est ça qui est fou parce que la profession d'avocat ou d'avocate, c'est une profession où tu dois avoir l'air confiant ou confiante. Puis tu dois inspirer la confiance parce qu'il y a quelqu'un qui te paye derrière ou qui demande ton aide. Et que tu dois lui inspirer confiance en lui disant, mais non, on va tout gérer ça. C'est ça. Parce que tu peux pas te liquéfier alors qu'elle se liquéfie devant Ah ben oui, toi, ben tu exactement. vois. Il faut que tu keep some composure ou quelque chose. Là, Ouais. mais tous les jours, tu doutes. Là, tu te dis, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Tous les jours, tu te remets en question. Pendant mon parcours, encore plus. Parce que, je veux dire, tu sors de l'école du barreau, tu as littéralement tous les choix devant toi. Tous les domaines de droit, puis tu te dis, j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. C'est la première personne qui passe, qui m'offre un stage, je vais le prendre. Je veux juste un emploi. Donc, tu sais, puis après, tu te remets en question. Hein. Est-ce que j'aurais dû prendre un autre stage dans un autre bureau? Est-ce que j'aurais dû aller dans un plus grand bureau pour faire mon stage? Est-ce que j'aurais dû être avec un avocat ou une avocate à son compte pour mon stage? Quelle est la meilleure décision à prendre? Puis c'est là que tu te rends compte que ben, il faut que tu te fasses confiance, puis que c'est juste toi qui as la réponse, puis même si tu n'as pas la réponse, en arabe, on dit « Kul shi bil maktoub », qui veut dire « tout est déjà écrit ». Donc, t'as pas... La décision que tu as prise, il faut que tu t'y tiennes. Tu es déjà lancé sur cette voie-là, puis c'est comme ça que tu apprends un peu à avoir un peu de laisser-aller, je pense. Mais le doute, ça va rester, mais tu peux pas... Ouais. D'ailleurs, je discutais avec une fille qui est consultante en immigration. Ouais. Et on parlait justement de ça, tu sais, voilà, de trouver sa voie et de la réorientation professionnelle, parce que là, elle aimerait bien entamer son bac en droit puis passer le barreau, tu vois. OK. Et je sais ce que je voulais dire. Ah, non! Emmanuel, rappelle-toi. Toujours ce genre de digression. Et après, je me dis, mince, non, j'ai perdu ma phrase. Attends, je vais... On parlait du doute, que c'est correct de douter. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Merci, Andréane. Et je lui disais, mais tu sais, quand tu as plein de pensées dans ta tête, tu vois, j'ai plein de petites Emmanuel qui me parlent là sans cesse dans ma tête. Et il y en a une qui dit, non, fais pas ça. Puis l'autre a dit, si, fais-le. Puis il y en a une autre qui fait, ouais, bof, peut-être que tu devrais emprunter la voie C. Puis l'autre la voie D, etc. Et je lui disais, mais tu sais, comment on fait alors pour... Parce qu'elle me dit, ouais, il faut s'écouter. Je dis, ouais, mais le problème, c'est que si je m'écoute, je vais multiplier, je vais devenir schizophrène, tu vois. Je vais multiplier en 5. Chaque jour, je vais aller dans un chemin différent, tu vois. Donc, j'ai fait, mais comment tu fais, en fait, pour t'écouter et choisir la bonne voie à écouter? Et elle me dit, bah, Emmanuel, ce qui est magique, c'est que on sait pas. Faut juste prendre une voie et l'emprunter. Exactement, tu te pitches, tu te lances dans ça. C'est hallucinant. Moi, j'ai toujours trouvé que parler aidait. Moi, j'ai réalisé quand j'ai douté, là, quand j'ai eu ces moments-là où j'étais comme, oh mon Dieu, je suis pas capable. On dirait que du moment que j'en ai parlé avec d'autres personnes autour de moi, tu sais, j'ai osé avouer cette, je veux pas dire faiblesse, mais je pense que c'est cette humanité-là, ou cette, en tout cas, bref, humilité, je ne sais pas, mais on dirait que moi, ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'il y avait d'autres gens qui vivaient les mêmes choses, puis que c'était un parcours, comme un passage nécessaire, faisait partie de ça, puis de s'entourer aussi. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés qui sont comme beaucoup d'expérience, qui me guidaient aussi, là. Fait que ça l'a aidé, mais je pense qu'il faut en parler aussi de ces choses-là quand on le ressent, puis en parlant, des fois, tu peux trouver ta voix. Je pense qu'il y a une petite voix qui va faire « Ah, j'ai parlé avec cette personne-là, ça a du sens. » Puis t'as peut-être 2 petites voix dans ta tête qui vont se rallier ensemble, finalement, parce que avoir discuté avec graphique, ça t'a allumé des cloches, ça l'a... Je pense que discuter beaucoup, en parler, ça l'aide aussi des fois. Faut agir, là. Faut pas juste parler. Non, mais t'as raison. C'est juste prendre le temps, t'asseoir avec un groupe, tes associés, tes collègues de bureau ou des gens, des amis, whatever. Discuter de ces questions-là, d'une question juridique. T'es genre, hey, je sais vraiment pas. Puis là, tu poses la question et la personne te regarde et fait, ben moi non plus. Ouais. On va juste essayer de trouver une solution. Et il a genre 10 ans d'expérience de plus que toi, et puis là, tu te dis, OK. Ouais, ça te rassure, c'est ça. T'es comme pas nono, là. Ouais, voilà. Genre, c'est normal que je sache pas, en fait. Mais c'est vrai que c'est rassurant de voir que, entre nous, on a toutes et tous les mêmes questions. Ben oui. Et parfois, c'est difficile, surtout pour les étudiantes et étudiants qui voient des gens, tu sais, performer, puis enchaîner les implications étudiantes, enchaîner les entrevues pour les stages, etc. Et toi, tu es là tout seul et puis tu doutes et tu sais pas, tu sais, tu es à 2 doigts de lâcher, de faire un burn-out parce que c'est juste trop pour toi. Peut-être que tu n'as pas aussi l'opportunité de t'impliquer dans des assos parce que tu dois travailler, tu sais, 20 heures semaine au IGA en même temps.
Et Mais c'est que tout le monde a sa limite aussi. Ouais. Mais même ces personnes-là qui performent et qui sont tellement bons ou tellement bonnes, qui sont impliquées dans tout, il ne faut pas oublier que ces gens-là aussi se fatiguent. Là. et eux aussi, ils doutent. Et eux aussi, ils doutent Tout le monde énormément. Je pense qu'on se donne pas le droit de le dire. Non. Le droit, il est vraiment beaucoup basé sur l'hyper-performance. Puis c'est un peu quelque chose, je pense, qu'il faut casser comme tabou de on a le droit de douter, c'est correct. Puis on n'est pas des moins bons juristes, on n'est pas Exact. moins intelligents ou Mm. intelligentes. Tu sais, je pense qu'il faut se donner. En tout cas, c'est Ouais. Ben, mon je suis très petit mea d'accord. Puis culpa. c'est même. Ben, c'est ce tabou plus général-là de la question de la santé mentale chez les juristes. Mm. C'est encore très présent. Là. Puis c'est des trucs qui sont pas abordés parce que c'est le paraître. Il faut que tu montres que tu es en contrôle. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais avec... on a une stagiaire en travail social au bureau. Ouais. Et je sais plus de quoi on parlait. Je crois qu'on parlait de prendre les appels au téléphone. Puis, tu sais, son premier stage et tout. Donc, elle a un peu genre... elle appréhende, tu vois, de parler au téléphone à des gens qui sont en crise à l'autre bout de la ligne. Et je fais, mais t'inquiète pas, ça va venir avec le temps, tu vois, il faut être en confiance et puis il faut être ferme. Puis là, je donne l'exemple d'une dame avec qui j'ai été ferme parce qu'elle allait beaucoup trop loin au téléphone, tu vois. Et elle me fait, ouais, mais toi, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, t'as hyper confiance en toi, t'es super ferme, je sais pas comment tu fais. Je fais, Si seulement moi non tu plus, je ne savais. sais pas. Genre, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Si seulement tu savais, genre, les crises existentielles qu'il y a à l'intérieur de moi. Genre, j'ai failli faire 5 crises cardiaques la semaine dernière. Donc, mais Mais oui, c'est c'est qu'on vrai. le projette pas, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on devrait... en fait, qu'on devrait être plus vulnérables entre nous. Mhm, Simplement pour être, en fait, plus bienveillants et plus indulgents. mhm. Parce que, honnêtement, on a aussi tendance à se juger. Tu vois, tu vas voir une décision où tu lis la décision, puis tu as l'impression que l'avocate qui était l'avocate du demandeur ou du défendeur, elle a fait n'importe quoi, puis tu te dis, non mais sérieux, c'est quoi ce truc? Ben oui. Ou alors, tu as un confrère qui va mal te parler au téléphone, puis tu sais, tu connais pas sa vie, tu connais pas genre ce qu'il a traversé aujourd'hui au bureau, mais tu vas avoir tendance à le juger, et ainsi de suite, tu vois. Mm. Et en fait, si on était un peu plus bienveillants et vulnérables entre nous, peut-être que, on n'aurait pas on n'agirait pas comme ça, en fait, avec nos collègues. Mhm. Puis ça, c'est intéressant parce qu'en droit de la famille, souvent, bon, moi, je suis plus de la doctrine de la tu sais, essayer de parler avant puis voir ce qu'on peut faire. Et souvent, je réalise qu'il y a des types d'avocats, des fois, que tu vas parler, puis sont tout de suite dans l'altercation, dans les lettres, je reçois avant même qu'on se soit parlé, je reçois une série de documents, puis je me dis, OK, c'est correct, je peux comprendre d'avoir des procédures. Mais après, quand tu appelles, soit ils veulent pas te parler, soit ils sont plus bêtes. Puis, moi, c'est très... Moi, à toutes les fois, je suis très confrontée par ça. Je me dis, ben voyons. Bon, bonjour, est-ce qu'on peut se parler? Moi, Mais de te dépersonnaliser dans un premier temps aussi. Oui. C'est pas contre toi. là. Exactement, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense qu'on s'offrait justement ce droit-là d'être plus vulnérable envers les uns et les autres. Peut-être que ça changerait aussi cette dynamique-là de confrontation qui est assez présente dans certains domaines. Je sais pas si c'était comme ça en litige civil. Ben, c'est ça qui est fascinant en droit, c'est que c'est la seule profession où ton adversaire, c'est quelqu'un de ta profession. C'est qu'on est constamment en compétition. Les gladiateurs. J'avais tu vois. jamais pensé à ça. Les Enfin, médecins, ils c'est s'aident vrai. entre eux, tu sais. Ouais. Tout le monde s'aide entre eux, les ingénieurs, whatever. Les avocats, on s'affronte sur une base quotidienne. Ouais. Quand on fait du litige, quoi. Oui. Ouais. On n'a pas besoin de s'affronter, sinon. Non, puis c'est ça qui est difficile, je pense, puis qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on vit tout ça, là. Ouais. Et en plus d'un code de déonto, peut-être qu'on devrait avoir une sorte de charte, tu sais, de charte de bienveillance, De bienveillance. entre confrères et consoeurs. Donc je lance l'idée. Si jamais quelqu'un veut faire un draft, je pense prends un qu'il y a des- stagiaire. Je pense qu'il y a déjà un article sur la courtoisie ou Ouais. quelque chose comme ça, mais faut que le syndic soit plus Ouais, je pense incisif là-dessus. là. que- Malheureusement, ils ont d'autres chats à fouetter. oui, effectivement. Les syndics. Et tu vois, dans ton parcours universitaire, quand tu as eu des obstacles ou parfois des moments de down, même là, tous les jours, tu sais, au quotidien, dans ta pratique, quand tu rentres le soir et que tu dis non, mais en fait, demain, j'arrête, Mhm. qu'est-ce qui te fait. Qu'est-ce que tu te dis? Dans quel état d'esprit tu rentres pour te dire en fait non? Tu vois, demain, faut j'arrête, non, continuer. j'arrête pas. Ouais. Ben, c'est une bonne question. Parce que c'est toujours des choses différentes. Des fois, tu te dis non, j'ai pris un engagement envers quelqu'un, puis je peux pas le laisser tomber maintenant.
que ce soit dans un dossier où tu te dis hey, « ça s'est vraiment pas bien passé aujourd'hui, ça me tente juste de tout abandonner puis de partir en Colombie. » genre. Mais non, je peux pas. J'ai pris des engagements, je peux pas laisser tomber cette personne-là. Des fois, c'est ça qui est venu me ramener. D'autres fois, c'est ben non, tu t'apprends, c'est normal. Puis, est-ce que c'est correct de dire à un autre avocat en pleine face, hey, t'es poche, hey, t'as vraiment échoué, hey, t'es vraiment pas bon? Pas du tout, mais pourquoi est-ce que tu peux te le dire à toi-même, tu sais? Puis, moi, c'est ces pensées-là qui reviennent, puis tu dis, ben, tu sais, non, tu dois être indulgent, tu commences. Moi, j'ai même pas 2 ans de barreau encore, là. Fait que t'es constamment en apprentissage, t'es constamment en train de faire ton travail, puis de faire ton chemin, puis te dire, ben, regarde, dans 5 ou 10 ans, ben, ces erreurs-là, je les ferai certainement plus, puis je serai un bien meilleur avocat, j'espère. Mais il faut se donner le temps aussi, puis avoir cette bienveillance-là envers soi-même d'abord. Je sais pas pour toi, Andréane. Moi, je suis particulièrement d'accord, mais par contre, le mettre en pratique, je suis encore en processus. Oui. Mais c'est difficile, c'est un apprentissage que tu fais pratiquement tous les jours. Oui, vraiment. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me juge extrêmement sévèrement sur... Je vais me blâmer sur quelque chose que, en vérité, c'est pas si grave que ça, puis c'est correct, mais je pense qu'on est le pire juge pour nous-mêmes aussi, en général. C'est hallucinant. Mais ouais, mais moi, c'est un apprentissage constant. Avoir des discours positifs envers moi et surtout, je crois, reconnaître quand on fait un bon coup. On voit tous nos mauvais coups, mais nos bons coups, là, s'asseoir à la fin de la journée et faire « Hey, ça, là, c'était hot. » Je l'ai bien fait. Ouais, c'est clair. On le fait pas. En tout cas, moi, j'essaye de plus en plus d'intégrer ça, puis à la fin de la journée, de faire « Hey, de quoi je suis vraiment fière aujourd'hui, d'en trouver un. » Ça va mieux avec le temps, mais j'essaie de faire ça parce que je trouve que trop souvent, on n'entend pas le positif. Quelqu'un va faire, un collègue au bureau, « Hey, bravo! » Puis t'es comme « Ah, merci. » Puis tu passes à autre chose. Mais par contre, s'il dit « Hey, attention à ça. » Hey, là, ça va ruminer. Puis là, ça, tu vas le tourner. Puis ça l'arrête pas. Donc, je pense c'est qu'il le cerveau humain qui est comme ça, en fait. Qui retient juste le négatif. Puis c'est un muscle, il faut l'entraîner, quoi. Ouais, ça. Mais je pense qu'il faut aussi se donner nos bons coups. Je pense que c'est important. Là. Puis là, j'ai commencé... Bon, je vous dis mon petit secret. Là. Vas-y. Moi, j'appelle ça mon feel-good book. Donc, quand je reçois des commentaires positifs de quelqu'un qui me dit quelque chose, ou une carte de client, ou un beau courriel, moi, je les garde, je les prends en note dans un cahier. Quand je suis déprimée, je lis cette chose pour me rappeler que j'ai eu des commentaires positifs. Puis parce que comme ça, je les oublie pas. Puis quand que je vais être plus dans un état où je peux les recevoir ou mieux les comprendre, je les garde en note. Parce que je me dis, bon, for the rainy days. Que t'es bonne dans ce que tu fais, tu sais. Puis moi, j'avais la même chose. Dans mon bureau, j'avais un petit tiroir. Tu sais, des fois, des clients t'écrivent des petites lettres où ils t'envoient un petit message, puis tu sais, je l'imprimais puis je le mettais à l'intérieur. Puis, tu sais, après une journée qui est difficile, là, je faisais la même chose. Je suis comme, bon, j'ouvre mon tiroir aujourd'hui, j'en ai besoin. Tu lis les messages cute ou gentils qu'on t'a dit, genre, hey, bravo, tu m'as vraiment aidé dans tel dossier. Ah, mais il faut que je commence à faire ça, moi aussi. Ah, fais-le. Tout le monde le fait, en fait. C'est un moyen de survie, tu sais. Pour vrai, là, tu sais, quand t'as une journée là, que tu te sens vraiment pas forte, là, moi, des fois, ça l'aide, là. Puis, tu sais, tu reçois un message comme, sans toi, j'aurais pas passé à travers cette dure épreuve, là. Je suis comme, OK, j'ai été quelqu'un. Puis sur le coup, tu sais, à cette personne-là, tu lui dis, hey, c'est rien. Mais non, pas du tout. Tu le réalises pas, là. Ouais. C'est clair. Puis par contre, j'aimerais mettre un bémol. Vas-y. Je sais pas si vous connaissez Elisabeth Gilbert. En gros, sa vie, c'est Mange Prix M. Enfin, sa vie. Pas toute sa vie, mais Elisabeth Gilbert résumé. Ouais, voilà. Elisabeth Gilbert résumé, c'est Mange Prix M. C'est vraiment ce qui lui est arrivé. Puis après, ça a été adapté. Après, elle a écrit un livre, puis ça a été adapté en film, etc. Mais elle a aussi écrit un livre qui s'appelle The Big Magic ou Big Magic. Je sais plus le titre en français, mais bref, ça parle de créativité et comment cultiver sa créativité, surtout dans l'écriture, parce que c'est son domaine créatif. Et elle explique que, et je pense que c'est applicable dans tous nos domaines, que ce soit professionnel ou qu'on ait une ambition créative plus personnelle, etc. Elle explique que quand tu fais quelque chose et quand tu te lances dans une aventure professionnelle ou créative, t'as pas besoin de souffrir, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui vont dire que les meilleures chansons ou les meilleurs poèmes qu'ils ont écrits, c'est quand ils étaient complètement déprimés, tu vois, à l'image de Baudelaire, etc. Ben oui. Mais en fait, elle prône la joie dans ce qu'elle fait, dans sa création et dans son travail, tu vois. Donc, si tu souffres, arrête-toi, en fait. Parce que t'es pas censé souffrir constamment tous les jours. Soit... c'est un problème de mindset et d'état d'esprit, soit c'est un problème
plus deep, plus profond, tu vois, de santé mentale. Et dans ce cas-là, c'est très, très important d'enlever ce tabou-là, de prendre soin de sa santé mentale et d'aller voir, tu vois, des professionnels de santé. Mais si vraiment, tous les jours, tu es malheureux et tu sais que c'est pas toi, c'est parce que c'est ce que tu fais, tu peux partir, en fait. Tu vois, j'aimerais qu'on n'oublie pas ça non plus. Absolument. Parce que oui, il y a des moments dans tous les domaines. Tu vois, mon père, il dit souvent, dans tout ce qu'on aime faire, il y a toujours un truc qu'on n'aime pas faire. Tu vois, il y a toujours une tâche pourrie, là, que tu reportes tout le temps et que tu es obligé de la faire à un moment donné, mais tu n'aimes pas la faire. Ouais. Puis, dans la profession d'avocat aussi, il y a des trucs que tu n'aimes pas faire, puis il y a des trucs que tu fais mal, tu fais des erreurs, etc. Mais si tu aimes vraiment ça, tu vas te relever et tu vas continuer à le faire. Mais tu sais, si vraiment au quotidien, même les tâches que tu es censé aimer, tu n'aimes pas les faire et ça te rend malheureuse ou malheureux, c'est bon, arrête en fait. Ouais. Tu vois. Mais je pense que ça revient à, comme on avait fait dans l'épisode de comment choisir son domaine de droit, de trouver ses valeurs. Ouais. Tu sais, trouver un domaine qui correspond à tes valeurs, te poser la question, moi, j'ai besoin de quoi pour être heureux dans un emploi? Parce qu'un des conseils qu'on donnait, c'est trouver 3 choses à laquelle vous voulez que vos journées ressemblent. Ça va vous aider à vous orienter dans un domaine. Tu sais. Par exemple, si tu veux de la relation d'aide puis c'est important, ben, tu vas choisir un domaine dans lequel tu vas rencontrer beaucoup de clients, que tu vas les accompagner. Versus, si tu n'aimes pas la relation d'aide, tu vas être malheureux longtemps, c'est ça ta job. Donc, c'est un peu d'identifier ça. Puis je crois que si tu te poses ces questions-là, ça va aider beaucoup à ce sentiment-là de... Puis à un moment donné, tu peux t'arrêter puis te poser les questions. Moi, j'aime pas ce métier-là. Pourquoi je l'aime pas? Pourquoi je suis pas bien dans cet emploi-là? Faut que tu te poses la question. Puis est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Ou quelque chose qui ne peut pas changer? Exactement. Et tu sais, aller se poser les questions, pas seulement genre, est-ce que j'aime la relation d'aide? Parce que tu sais, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va dire, bon, à part peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des psychopathes. Non, mais tu peux ne pas apprécier, accompagner quelqu'un dans ses problèmes. Il y en a qui vont dire, je suis pas psychologue. Oui, moi, j'ai choisi. Mais c'est parce que la relation d'aide, on peut la voir autrement. Toi, tu vois la relation d'aide dans quelqu'un qui a un problème qui atteint toutes les sphères de sa vie, puis tu vas essayer de l'aider à résoudre ce problème. Mais il y a d'autres personnes qui voient la relation d'aide d'un point de vue... positif, entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce que je vais aider cet entrepreneur à accomplir son projet. Ça aussi, c'est une relation d'aide, tu vois. Donc, au-delà de la relation d'aide, il faut aussi se poser la question, puis après, c'est des questions dans des questions, c'est les poupées russes, mais c'est exactement ça qu'il faut faire, tu vois, il faut s'asseoir. Ou, moi, par exemple, les idées me viennent sous la douche. Tu peux prendre une très, très longue douche, tu vois, et te poser des questions. Et donc, par exemple, pour revenir à cet exemple de relation d'aide, quel type de relation d'aide tu veux, tu vois, quel type de projet tu veux accompagner. Ta précision de type. Merci. Est-ce que j'ai bien argumenté? Parfait, oui. C'est un bon coup, je vais l'écrire dans mon... C'est bon. dans mon carnet. C'est bon. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est important, puis il faut se donner justement ces outils-là. Puis je pense que tout se revient à... faut être fidèle à soi. Puis pour être fidèle à soi, il faut savoir on est qui. Il faut se connaître, effectivement. C'est la vraie question, tu sais. Avant de te renseigner sur le droit, sur tes domaines, d'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon, j'aurais dû écouter votre podcast avant de choisir ma profession. Parce que... C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Mon Dieu, Seigneur. Moi, t'inquiète pas, tu peux toujours changer de voix. Hein, on vient de le dire. Mais il y a une femme que j'admire beaucoup qui m'avait donné un exercice. Sur une feuille, tu écris être, savoir, avoir et faire. Puis, dans chaque sphère, tu vas écrire ce que tu es maintenant, ce que tu étais avant et qui tu aspires à être. Puis, c'est pareil pour savoir, tu sais, qu'est-ce que tu savais pas, qu'est-ce que tu sais maintenant et qu'est-ce que tu sais pas. En tout cas, qu'est-ce que tu sais pas, du coup. Parce que ce que tu sais pas que tu sais pas, forcément, tu peux le savoir. C'est des grandes questions. Et tu fais pareil pour le faire et tu fais pareil pour l'avoir. Ça, c'est aussi un exercice qui, je pense, peut permettre de nous connaître. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas trop se stresser avec ça parce que c'est l'apprentissage de toute une vie. On a la possibilité de changer et d'évoluer également. Puis nos valeurs peuvent aussi se transformer et évoluer. Donc, la raison pour laquelle tu faisais du droit quand tu étais au bac,
la raison pour laquelle tu le fais maintenant, après 1 an et demi, 2 ans de barreau, C'est différent, c'est sûr. elle est complètement différente. Et elle sera aussi différente quand tu auras 10-15 ans de barreau ou, je sais pas, quand tu seras parti en Colombie sauver la planète. Tu vas faire du plaidoyer auprès des FARC parce que tu auras été embauché par la Voilà, Croix-Rouge. tu vois. exactement. Donc, ouais, je pense qu'il faut un peu prendre du recul aussi sur ça et accepter que finalement, c'est un long processus et que c'est tes expériences aussi qui permettent de savoir. Drop the mic. Qui tu es. Ouais, exactement. Voilà. Il n'y a plus rien à ajouter là-dessus, mais... Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment, vraiment d'accord. Je peux rien rajouter. C'était super brillant. Ça, c'est plein de points que je te donne. Tu peux le mettre dans ton cahier, ça aussi. Encore un truc à mettre dans mon cahier. J'ai pas de stylo et je vais tellement oublier. En tout cas, quand je regarderai la vidéo, je le noterai. J'en offre un. Thanks. Tu peux mettre ça dans ton carnet. Bon, je pense qu'on... La question de la fin. On arrive à la fin. C'est quoi la question de la fin? La question qu'on aime poser, c'est qu'est-ce que tu dirais au Rafik qui commence, là, qui est plus jeune, qui sait pas trop ce qu'il veut faire? Boy. Quel conseil tu lui donnes là, pour qu'il soit... T'aurais aimé savoir ça dans ton parcours? OK. J'aurais aimé lui dire que la vie n'est pas une course, mais un marathon. Puis, c'est quand on est jeune, on a 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 20 ans, mettons. Tu sais, t'es pressé de réussir, t'es pressé de te rendre. T'attends d'avoir 18 ans, d'être un adulte, t'attends d'avoir 21 ans, t'attends d'avoir fini l'université, t'attends de devenir avocat ou avocate. Tu sais, tu veux t'accomplir. Tu veux avoir un bagage avec plein de succès puis de choses à montrer. Hey, tu sais, j'ai fait des choses pertinentes. Mais tu t'épuises tellement rapidement en faisant ça. Puis c'est juste de prendre le temps, à la place de courir puis de toujours regarder le prochain objectif, regarde où est-ce que tu es en ce moment puis constate le présent. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Vers où tu veux te rendre? Puis surtout, pourquoi? Puis c'est vraiment toutes ces affaires-là qui vont te faire en sorte que, hey, tu sais, prends une marche un moment, une fois de temps en temps au lieu de courir. Avance tranquillement. Essaie de voir, donne-toi tes objectifs de la même manière. Le être, savoir et tout, c'est des trucs que tu dois faire quand tu as 17, 18, 19 ans pour savoir vers où tu veux te rendre. Ce serait définitivement le conseil que je lui donnerais. La vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Je trouve que c'est un excellent conseil. Ouais. Très beau conseil. Merci beaucoup, Rafik. Mais merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait. On aurait posé plusieurs autres questions. Tu devais revenir, voyons donc. On va continuer en off. Sorry, guys. Alors, You're missing the party. on va remercier tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent. Donc, on voudrait également remercier le studio SF d'avoir enregistré et monté cet épisode. Et merci aussi à la clinique juridique du Mylen pour la production. Donc, si vous avez aimé notre conversation, les discussions, en général, nos commentaires, on vous demande, s'il vous plaît, de nous envoyer des thumbs up, de mettre vos commentaires en bas. On vous lit tout le temps. Donc, on essaye de répondre. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, le compte Facebook, le compte Instagram de la clinique juridique du Mylen. Donc, prenez soin de vous, respectez-vous dans vos décisions, puis on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Merci. Bye.